on se souvient plus des choses à la fin de notre vie, de ce qu'on a fait que de ce qu'on n'a pas fait. Moi, je pars du principe qu'on vit 30 000 jours et je ne veux pas en gâcher un. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reçois une invitée qui connaît mieux que personne les parallèles entre l'entrepreneuriat et l'alpinisme. Deux mondes où l'on doit préparer chaque ascension, gérer les imprévus, parfois même renoncer à un sommet pour en viser un autre, et surtout avancer en cordée. Émilie est une entrepreneure engagée, elle a contribué à repenser l'expérience client dans le retail, avant de cofonder Eco, une start-up qui transforme la relation entre les marques et les consommateurs, et tout ça grâce à la voix. Et moi, la voix, ça me parle et ça me connaît. La voix pour créer du lien, de l'émotion et replacer l'humain au cœur du digital. Ce qui m'inspire le plus chez elle, c'est cette même approche qu'elle peut avoir quand elle pratique l'alpinisme en haute montagne. Parce qu'en business comme en haute altitude, la clé n'est pas seulement d'atteindre un sommet, mais de choisir les bonnes routes et quand changer de cap. Salut Émilie. Salut Laurent. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Bon, je suis ravi de t'accueillir. Merci, moi aussi je suis contente d'être là. Bon, pour celles et ceux qui nous voient, tu as toujours ton super polo, enfin là c'est un pull en fait, Eco, jaune. D'ailleurs, on te repère souvent avec ça, hein. C'est marrant, ce côté jaune. Vous avez Johan et toi, qui est ton associé, adopté une tenue officielle, je dirais, qui fait qu'on vous repère assez bien en fait sur les salons et sur les événements et sur les réseaux sociaux. Exactement, c'était une volonté dans le B2B. Tout le monde est en bleu marine, blanc, gris. Et quand j'ai lancé Eco, je me suis dit, il va falloir créer la brèche. Et le jaune était une idée pour dire, au moins, on va pas nous louper. Ouais, je te confirme. Alors, moi, j'ai envie de te définir comme quelqu'un qui a un état d'esprit quand même. Quand on pratique de la haute montagne et quand on est entrepreneur, on a forcément un état d'esprit propre à soi. Comment tu le définirais, ton état d'esprit ? Moi, je me définis souvent comme un côté défricheur. Ouais. D'ailleurs, dans toute ma carrière, mes jobs, je suis souvent allée sur des jobs que personne n'avait fait ou que personne voulait. C'est un peu comme la montagne. Mmh. C'est un petit peu aller chercher une destination qui va faire mal, mais une fois que tu y es là-haut, tu te dis c'était quand même sympa. Mais c'est pourquoi ? C'est pour finalement te prouver à toi-même ou avoir un coup de projecteur un peu différent. Moi, parfois, j'aime bien aussi avoir un petit coup de projecteur différent. Non pas pour attirer la lumière sur moi, mais pour me prouver à moi-même, pour essayer de faire des choses un peu différentes des autres. C'est ça l'idée ou pas ? Alors, il y a pour deux raisons. D'abord, dans la préparation, c'est souvent très long. Ouais. Et ça permet de faire des points, de faire des pauses. Et donc, moi, j'aime beaucoup cette partie préparation qui te prépare à la douleur et à des moments difficiles. Et après, le jour J... Tu délivres. C'est donc délivré et il y a un vrai sentiment de se sentir vivant. Ouais. Ce qui, dans le quotidien, je ressens moins et de se dire... là, j'ai vraiment vécu quelque chose qui transcende. Et qui t'appartient en plus, c'est que personne ne peut comprendre s'il ne le pratique pas. C'est exactement ça. Moi, je fais le parallèle par rapport à ça. Et puis après, on viendra évidemment sur Eco, ton parcours, ce que tu as fait. Et puis, j'ai plein de questions et on a certainement plein d'anecdotes aussi à partager ensemble. Mais je te rejoins sur la pratique du sport un peu poussée. Moi, depuis 1 an et demi, je pratique la course à pied, me faire quelques trails là qui arrivent. Et je crois qu'il n'y a que ceux qui pratiquent ce sport, en tout cas, où on fait un marathon, on fait des trails de 49, 80 km, qui peuvent comprendre ce que l'on sent. Et cette notion de préparation, elle est importante pour ensuite délivrer et prendre un plaisir qui est un peu égoïste, en fait. C'est ça. Et aussi, ce qui m'a changé dans l'alpinisme, c'est le rapport à la peur. Ouais. Et j'ai peur, mais j'y vais quand même. Et des fois, m'être retrouvée dans des situations en me disant « Oh putain, là, je vais peut-être y passer ». Et ça, c'est quelque chose assez spécial. Tu sais que nous, on a réalisé un podcast pour la compagnie des guides de Chamonix qui s'appelle Suivez le guide, autopromotion. Exactement. Et en fait, il nous disait, et à juste titre, que c'était l'un des métiers les plus dangereux au monde, en fait, que ça pardonnait pas et que globalement, c'est pas parce que tu partais avec un guide que tu étais à 100% sûr, même si tu mettais toutes les chances quand même de ton côté, de revenir vivant. Donc c'est un métier qui est passionnant, qui est difficile, mais j'imagine que tu as dû peut-être vivre des moments où tu as frôlé la mort ou pas ? Oui, alors je me suis déjà retrouvée dans une tempête de neige, dans un vide où c'était près de l'aiguille du Midi. Ce jour-là, j'ai eu vraiment les pétoches. Je me suis déjà retrouvée à côté dans une avalanche de pierres où le guide a couru sur moi pour me protéger et parce que je l'avais pas vu arriver, je l'avais pas entendu. Quelques anecdotes où, pas non plus des dizaines, mais 5-6 fois, je me suis dit, ouh là, c'était chaud.
Bon, bon ça installe bien finalement un peu le tempérament, le caractère que tu peux avoir, qui peut-être se résume, je sais pas, mais en tout cas un caractère qui va de l'avant et qui aime aller chercher les défis. J'imagine que ton associé, il doit se dire, oh là là, pourvu qu'il revienne entière, entre autres. Justement, ton associé et toi, vous avez donc créé Echo, il y a maintenant quoi, 4-5 ans, c'est ça? 3 ans. 3 ans. 3 ans, donc, dont tu portes fièrement les couleurs. Je l'évoquais plutôt sur la voix. La voix est un élément central dans ton activité, d'une manière un peu différente de nous, mais toi, tu as créé en fait un produit, une solution qui permet d'humaniser un peu la digitalisation des rapports que l'on peut avoir, plus particulièrement dans le retail, j'ai l'impression. Mais pas que, j'ai l'impression que tu vas me dire. Sur les sites e-commerce, ouais. tous les sites banque, assurance, e-commerce, retail, luxe. Ok. Alors, raconte-nous un petit peu, parce que moi, je t'ai connu lors du confinement. Je te regardais sur les réseaux sociaux. On découvre plein de gens, en fait, sur les réseaux sociaux. C'est magique. Et à l'époque, avec toujours Johan, vous étiez sur une activité complètement différente, qui était essentiellement, qui s'appelait Paulette, c'est ça? Et qui était sur des produits de beauté? Oui, on avait créé une plateforme de cosmétiques naturels, juste avant un peu la grosse tendance. Ouais. Donc en gros, on recrutait des jeunes marques pour les redistribuer. Et la particularité de cette plateforme, c'est qu'on avait créé des liens avec les marketplaces, comme des Carrefour, Intermarché, Maison du Monde, qui allaient chercher notre offre pour mettre sur leur propre marketplace, ce qui faisait booster le business, ce qui nous a permis de revendre assez rapidement. C'est ça qui est étonnant, c'est que vous avez vendu vous avez créé et vendu quasiment, quoi. Oui, on a vendu alors qu'on n'avait pas un bilan comptable. Pourquoi? Parce que on s'est rendu compte que c'est un métier qui serait difficile, long, qu'on n'avait pas craqué le marché, on avait sous-estimé la concurrence. Et on a pensé que d'autres sauraient mieux le faire que nous. Et on a appris à vendre une boîte en 1 an. Et on a eu, quand on a mis l'offre sur Fusac, une 50aine de contacts. Ah oui. Ouais, parce que sans bilan, avec peu de recul, avec quelques arguments que tu m'as dit, mais qui au fond sont juste là à dire, on pense qu'il y a des gens qui le feraient mieux que moi. Ouais, c'est pas très sexy quand même comme produit à vendre. Alors c'est une juste remarque, et c'est ce qu'on pensait. Et en fait, souvent on se dit, on se voit pas. Ouais. Quand je me regarde, je me désole, mais quand je me compare, je me console. Ouais. Et on voyait que le chiffre, on faisait un bon chiffre, mais pas de quoi non. En fait, c'était pas une start-up, c'était une boîte, une PME. Et justement, en parlant avec un expert comme ça, quelqu'un nous a dit, mais pourquoi vous vendez pas? Et ma première remarque, elle dit, mais je suis tout petit, j'ai un petit chiffre d'affaires. Et en fait, il nous a dit, mais tout le monde vous regarde et on connaît même des gens qui essaient de vous copier. Ah. Et la force de Paulette, c'est qu'on avait créé une love brand et une offre différente. Et après le confinement, tu te rappelles, il y a beaucoup de gens qui avaient changé de vie. Il y a beaucoup de cadres ou de gens qui voulaient s'orienter vers le bien-être et le naturel. Et c'est ça qui a créé la brèche. En même temps, ça s'est pas passé comme ça. C'est un investisseur, Denis, qui est un homme génial, qui nous a suivis longtemps, qui nous suit encore, qui est un investisseur fan de l'univers cosmétique, qui nous a racheté. Ok, très bien. Et donc, du coup, c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis, que vous avez pu, avec Johan, du coup, sortir de cette entreprise avec, j'imagine, un billet qui va au bout. Et vous êtes resté un couple d'entrepreneurs à créer une autre boîte. Mais j'imagine que quand t'es parti de chez Paulette, tu t'es pas dit, tiens, j'ai ça en tête, ou tiens, on va prendre du temps pour réfléchir. Comment on fait le lien entre Paulette et Echo pour créer un produit que tu veux nous présenter juste après? Alors, effectivement, déjà, on a eu la chance que Denis nous recrute à mi-temps, tous les deux, pour faire la transition. Ah, ok. Donc, le matin, on travaillait avec Johan pour Paulette, et on avait l'après-midi avec une page blanche. Donc, vous étiez salarié de Paulette? Exactement. Ok. Alors là, déjà, la première chose que j'ai demandé à Johan, c'est est-ce que tu es toujours d'accord d'être mon associé? Parce que tenir une boîte avant la pandémie, pendant la pandémie, là déjà, tu as passé pas mal de temps. Tu testes, Voilà. Puis tu testes un peu la personnalité des uns des autres, quoi. Voilà. Donc, il n'a pas mis 30 secondes pour dire allez, ok, on remet ça. Mais après, on avait 2 feuilles blanches. On a mis de la méthode. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis sur papier, alors ça nous a pris 3-4 mois parce qu'on avait un sablier. Et tu le sais, dans l'entrepreneuriat, la prime à la vitesse est très importante. On en avait conscience. Et chacun de notre côté, on a fait un bilan de ce qu'on avait appris en tant que salarié et de Paulette. Et on s'est orienté sur les changements d'habitude qui étaient autour de nous. On a retiré toute option au terme de trop techno, trop tendance. À l'époque, c'était blockchain, NFT, métaverse. Donc, on s'est dit, c'est pas notre métier. Ça, vous n'étiez pas à l'aise.
Et on s'est dit, on part avec 2 idées, chacun une idée. Donc, on a travaillé chacun de notre côté, mais en présentiel tous les deux, tous les jours. Hyper compliqué de trouver les idées. Hein. Et ce qui nous a permis de mettre en place 2 idées. Yoann en avait une, j'en avais une. On s'est retrouvés début septembre et on a dit, on se donne 1 mois et celui qui a avancé le plus remporte. On s'était tapé dans la main avant sur les 2 idées. On était chacun partant pour les 2 idées et après ça a été à la course au premier qui avançait et qui avait pour apprendre si on allait faire du business rapidement. Ah, c'est chaud quand même parce que alors il y a un peu de compétition extrêmement saine là-dedans parce que globalement c'est de se dire mais en même temps chacun défend son idée quoi. Oui. Et chacun peut être en mesure d'avoir ses arguments qui vont bien à la fin au bout du bout, il faut quand même se mettre d'accord avec l'idée qui va remporter a priori le plus de succès quoi. Donc c'est Echo qui a remporté. Oui. Qui c'est qui portait Echo? Moi. et alors du coup Yoann il portait quoi? Vous le gardez pour vous parce que tu dis tiens on pourra peut-être en faire un non. business. En fait il faut bien retenir qu'avec Yoann déjà on se met toujours globalement d'accord. Et si l'autre idée avait remporté, j'étais très contente. Okay. Donc l'idée, c'est, on avait constaté qu'il y avait de plus en plus de place au loisir, du culturel, que les gens voulaient passer des moments et pas acheter des choses. Et le problème du rapport à l'écran avec les enfants et la visite culturelle. Et on avait envie de créer une forme de parcours digitalisé ludique pour les villes, où tu parcours et un petit peu avec le côté gamification. On y croyait fort et on a très vite percé, on a senti de l'appétence, sauf que le monde des collectivités pour nous, et ça on l'a découvert, et nous on est des gens souvent pressés, on aime que ça transforme vite. Et là, on s'est dit vite que ça allait prendre trop de temps. Oui, je te confirme. Entre les élections, entre les phases de décision, et les budgets, en fait, tous les budgets, voilà. Donc, on a pris cet univers-là. On a regardé aussi un peu les startup studios. Mais là encore, ça nous correspondait moins. Et puis, moi, de mon côté, j'avais observé que le rapport à l'audio, tout le monde écoutait des podcasts liés au confinement. Je recevais de plus en plus de mémos vocaux et je me souvenais chez Paulette que les gens ne lisaient pas sur les fiches produits et les gens me posaient des questions alors que c'était écrit noir sur blanc devant leurs yeux. Mais ils voulaient avoir la vérité qui sort de ta bouche quelque part. Quoi. Exact. En fait, les gens, on veut tout savoir, mais rapidement. Mâcher le travail. Voilà. Et on est tous pareils. Et puis, j'ai écouté le podcast du fondateur Le Petit Ballon, Martin Onessian. Je faisais du sport, je courais. Et en fait, ça s'est pas passé du tout comme je voulais. J'ai écouté son sommelier, qui est l'ancien sommelier du Ritz, Jean-Michel Deluc. Et moi, j'adore le pinard, mais j'y connais rien. Et je suis allée sur son site pour acheter, en disant, en rentrant de course, je me suis dit, tiens, je vais acheter 2-3 bouteilles. Voilà. Et je suis arrivée sur un site plutôt classique, une bouteille, un titre, un prix. Et toutes les pièces du puzzle que je t'ai racontées en amont se sont réunies. Et je me suis dit, mais en fait, je veux l'écouter. Mais je veux entendre le sommelier, quoi. Voilà. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est pas mal. Et puis, j'ai commencé dans mon canapé, je m'en souviens toute ma vie, à me dire, tiens, il doit y avoir un Gus, parce que moi, je dis souvent, j'ai pas inventé l'eau chaude, et je me suis dit, il y a forcément un Gus qui a pensé avant moi. Donc, je cherche en français, et puis je me dis, attends, ma grande, t'es gentille, mais cherche en anglais. Et je me suis dit, tiens, il n'existe rien, personne. Et donc, j'ai envoyé un petit texto à Yoann en disant, dors bien, j'ai une idée pour demain. Et c'est comme ça que la graine Paulette Echo est arrivée. Et quelle sensation tu ressens là à ce moment-là? Parce que souvent, tu sais, quand on a l'impression, du coup, c'était pas une impression, mais parce que ça n'existait pas. Mais quand parfois on peut avoir l'impression que on a l'idée du siècle, c'est un truc de dingue. Enfin, ça, c'est un truc qui. Qu'est-ce que t'as ressenti? Tu t'es dit, ça y est, c'est bon, j'ai trouvé le truc. Alors, ça faisait déjà quelques semaines que je réfléchissais beaucoup. Et là, sur ce site, et que j'ai cherché 1 heure et demie, j'ai eu vraiment l'impression d'ouvrir une boîte et de découvrir, tu sais, une pierre, un truc, et de me dire, c'est pas possible. Vraiment, j'ai le sentiment, elle est là. je me suis dit, ça y est, la clé, où tu sais, quand tu as un trousseau et que pendant des heures, tu essaies d'ouvrir une porte, et tu tombes sur la bonne clé, et ça y est, tu pousses la porte et tu dis, ça y est, voilà la direction. Et je me souviens vraiment un petit peu des frissons. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Ah, donc, du coup, c'est exaltant. Tu vois ça. Donc, t'évoques le sujet à Yoann le lendemain, qui a bien dormi, lui, pour le coup. Et là, tu démarres comment, en fait? C'est quoi la suite? Parce que, Echo, c'est avant tout une solution technologique. Ça faisait peut-être pas partie des premiers critères que tu évoquais, mais du coup, la techno revient par là.
On sait très bien que financer une techno, ça nécessite des fonds, ça nécessite de l'énergie, ça nécessite de la croyance, ça nécessite plein de choses qui font que c'est jamais gagné jusqu'au moment où ça peut basculer. Et d'ailleurs, tu nous parleras tout à l'heure de la bascule où on te voit partout, les trophées, les machins, les trucs, c'est super. Bon. Comment ça démarre là? Alors, j'ai compris que j'avais la vision, mais après, c'est comment tu le structures. Ouais. C'est un peu comme des Lego, donc je me suis dit, je me suis posée et j'ai schématisé la vision. Donc, j'ai commencé par cette méthode-là, et histoire de pouvoir en faire un PowerPoint. Mmh. Et j'écoutais beaucoup de podcasts et je savais que j'avais toujours entendu, il faut que tu trouves ton premier client, parce que j'étais pas sûre que mon idée soit bonne. Mmh. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à activer le réseau et de commencer une chaîne, et ce que j'appelle créer le mouvement. Et ça, l'alpinisme est vraiment en lien. Et de rencontrer des gens comme on aurait pu se rencontrer et de lui dire, tiens, je te rencontre, j'ai une idée, on se connaît pas, donc sois franc, dis-moi ce que t'en penses. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis là, précisément, c'est que tu as le sentiment d'ouvrir une boîte de Pandore avec l'idée, mon Dieu, l'idée du siècle. Et tu te dis pas, cette idée, je vais la garder pour moi, et puis je vais développer de mon côté. Mais au contraire, tu la partages parce qu'au fond, entre avoir l'idée et l'exécuter, c'est autre chose. Et donc, tu prends le pari de dire, en fait, ça sert à rien de la garder pour nous, cette idée, il faut la partager pour ensuite exécuter. C'est ça ou pas? C'est exactement ça. En fait, j'avais entendu, et je suis convaincue de ça, il y a personne qui un jour va s'arrêter quand tu lui donnes ton idée, qui va tout arrêter de sa vie en disant, tiens, je vais m'approprier la vision, je vais la mettre en place. Donc, on a l'idée, la méthode, c'était on organise un entretien, on présente un PowerPoint et on demande un débrief et on ne repart jamais dans le rendez-vous sans avoir demandé 3 contacts pour activer la chaîne. C'est comme ça qu'on a rencontré le directeur digital à l'époque du Furet du Nord, qui nous a dit non seulement j'adore votre idée, mais si vous la mettez en place, je voudrais être votre premier client. Bah oui, parce que on va voir un livre, enfin on va au Furet, on va sur le site internet, on a envie d'avoir le libraire qui nous dit ce qu'il en pense et si c'est un bon choix ou pas. En tout cas, donc c'est ouais, ok. Voilà, et là, on n'avait pas de produit, mais on avait le premier client et on s'est dit, allez, on y va. Et on a commencé à mettre les pièces du puzzle, du Lego. On va construire le Lego, puisque une solution tech, c'est vraiment ça. Et après, d'activer et notre premier MVP. On a été très méthodique et très rapide dans la mise en place de Eco. Ouais. Alors, quel type de leader tu es? Parce que là, tu vois, tu nous évoques plusieurs choses intéressantes, des notions en lien avec l'alpinisme, des notions en lien avec le fait de se dire on met en place une chaîne, de ne jamais repartir avec 3 contacts pour déclencher cette chaîne et finalement faire boule de neige quelque part. T'es ne lâche rien, toi, ou pas? Enfin, comment t'es, toi? Alors, moi, je suis pas le cheval sur qui on mise. Je suis pas quelqu'un... ça a toujours été comme ça, je le sais. Et je suis pas quelqu'un qui a une intelligence hyper vive, comme tu vois, avec des grosses réparties. J'aime bien écouter, mais j'ai appris qu'en fait, il y a beaucoup de gens sur la même ligne de départ. Et c'est comme une course, tu vois. Je reviens à l'alpinisme. Ça m'est arrivé plein de fois où t'as des gars qui partent super bien, qui ont le super matos, qui ont des muscles, des Golgoth, et moi à côté de me dire mais je vais me faire démonter. Et en fait, il faut juste endurant, rien lâcher, recommencer. Et au pire, si tu tombes, si jamais... Tu te relèves déjà. Voilà. Et puis, c'est pas grave. Et ça, mais maintenant que je l'ai compris, après quelques années, je me dis, la porte, elle est fermée. Et tu essaies de passer par la fenêtre. Et en fait, jamais personne t'en veut si tu le fais avec simplicité. Sincérité. Voilà. Ouais. Et puis les gens, quand t'as un nom, et c'est tout, tu passes à autre chose. Je trouve que nous avons pas mal de points communs, en fait, là-dessus. Je suis un peu comme toi. J'ai l'impression que je suis quelqu'un sur laquelle on ne miserait pas forcément. Et je suis un peu du genre, pas revanchard, mais en mode, ok, ok les gars. On va y aller, on va voir. Et du coup, j'aime bien cette posture de je ne lâche rien, parce que je pense que c'est ça. Tomber, c'est pour mieux se relever, finalement, et c'est ce que tu évoques dans ton propos. Donc toi, t'es une leader qui lâche rien, avec beaucoup de tact et beaucoup d'envie, finalement, de rendre service, mais d'arriver à tes fins, en fait. Oui, puis... il y a vraiment quelque chose, c'est prendre du plaisir. Ouais. En fait, on pourrait... c'est pas facile tous les jours quand même. Hein. Oui, alors, comme je dis, le matin, des fois, tu te lèves et tu te dis, je sais pas si je vais prendre des bisous et des claques. Ouais. Des fois, tu prends les deux. Mais en fait, j'ai longtemps été salariée. Ouais. Et quand j'étais salariée, on me disait toujours d'aller moins vite.
Et je croyais que c'était ce que j'allais vivre toute ma vie, où je devais rester dans une case. Et je pensais que c'était comme ça. Et je pensais pas être entrepreneur. Et maintenant que je suis entrepreneur, je peux aller à ma vitesse. Et ça change ma vie. C'est pas le même contexte, c'est pas le même quotidien, c'est pas la même adrénaline. Mais en fait, c'est comme si, tu sais, pendant longtemps, je me suis dit, tiens, c'est comme si j'étais un rond dans un carré pendant longtemps, et qu'en fait, maintenant, je suis dans le bon moule. Ouais, ok. T'étais un peu muselé, que maintenant, t'es complètement libéré. C'est ça. C'est un peu ça. Alors, pour revenir un peu sur la notion donc de création d'une entreprise, toi, t'as fait le choix de créer une boîte à deux, avec Johan. Desjardins. Non pas mais Desjardins. Salut Johan. On dit souvent que dans une association, il faut qu'effectivement les opposés s'attirent. Est-ce que vous avez justement finalement des caractères qui sont pas opposés, mais enfin qui s'adaptent bien? Comment tu gères finalement cette association? Je te pose la question parce que c'est quand même un peu plus souvent toi qu'on voit sur les réseaux sociaux ou dans les remises de trophées. Comment vous arrivez finalement à travailler vos égos pour que ça soit OK? Alors, c'est hyper naturel. Alors, on se connaît, ça fait plus de 15 ans qu'on travaille ensemble. On est très complémentaires et en même temps, on a beaucoup de points communs. Déjà, on communique beaucoup. Donc, pour te répondre, naturellement, la répartition des missions, de la valorisation se fait naturellement. Ça m'est arrivé de dire tiens là c'est encore moi, ou qui est-ce qui va, et il se trouve que lui en fait on joue pour la même victoire, et ça là-dessus donc ça n'a jamais posé problème. Ça nous est arrivé, je lui dis ça te dérange pas, t'es OK, et lui en fait c'est tranquille. Et en fait, quand c'est la lumière sur Johan, je suis contente. Et en fait, c'est avant tout la lumière de Echo. Ouais, Echo, ouais, c'est ça. Voilà. Moi, le matin, la nuit, je pense Echo, je me lève Echo, et dès que je peux représenter, il se trouve qu'en plus, actuellement, c'est génial d'être une femme. Ça aide aussi. Écoute, c'est toi qui amène le terrain, mais c'est vrai qu'effectivement, d'être une femme actuellement, c'est quand même plutôt pas mal. Oui. Même si je disais dans un précédent podcast que finalement, selon la dernière étude de Sista, c'est que il n'y avait que 2% des femmes qui faisaient des levées de fonds. Donc il y avait au-delà de ça, en fait, une forme de méfiance finalement des hommes vis-à-vis des femmes qui sont entrepreneurs, ce qui est complètement dingue d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est un sujet, mais effectivement, d'être une femme dans un environnement tech, ça attire peut-être un peu plus les médias. Oui, complètement. Quand on cherche à féminiser, quand tu vois, ça m'est arrivé souvent d'être sur des photos où j'étais la seule nana. Ouais. Bon, c'est sûr que on se dit entre Johan et moi, on se dit allez, j'y vais parce que voilà. Ouais. Et en plus, je me sens plutôt à l'aise dans cet univers-là. Mais oui, il faut le dire, c'est une forme de discrimination positive. Et en même temps, j'ai jamais souffert dans mon univers. Et ça, je voulais aussi le préciser. J'ai jamais le précisé, c'est que j'ai jamais eu l'impression que c'était un inconvénient d'être une femme. Et la complémentarité avec Johan fait que il apporte le masculin, que j'apporte le féminin. Ouais. Est-ce que tu dis ça parce que finalement ton état d'esprit, il est focus en gros, rien à faire de tout ça, j'y vais, femme, pas femme, j'y vais, donc du coup ça glisse dessus. Je pense que c'est aussi ton état d'esprit de conquérante un peu, tu vois, qui fait que ok, c'est une épreuve parmi d'autres et je fonce. J'imagine. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et en fait, je suis pas toujours à l'aise. Enfin, trop féminin. Enfin, voilà, moi, je trouve que c'est génial de se retrouver. Enfin, voilà, c'est un non-sujet pour moi. Et souvent, il y a même une méga bienveillance. Et les gars sont super contents quand je suis dans le groupe ou on se connaît entre start-upers. Et en fait, que le meilleur gagne à chaque fois, et vraiment tout le monde est... Donc j'en souffre absolument pas. Ouais. Alors, tiens, revenons quand même juste sur Echo, si tu devais me pitcher Echo, parce que finalement on a parlé de l'alpinisme, du rapport avec Johan, qu'est-ce que vous avez fait et tout, mais
Echo, c'est quoi finalement, si tu le pitches en... Oui, alors Echo, c'est la plateforme qui te permet facilement d'intégrer des mini-capsules audio, short de 30 à 45 secondes, sur le digital. Donc, des sites comme Picard, où tu peux raconter les recettes par les chefs de produits. Okay. Donc, le vendeur qui ne dort jamais grâce à ces capsules audio. Et en même temps, on permet de recueillir des témoignages vocaux des clients. Donc, comme on le fait avec Carrefour, par exemple, où tous les jours, quand tu as la carte fidélité, on invite les clients à laisser un avis vocal sur leur expérience au magasin. C'est venu de l'idée que chez Paulette, on me disait souvent « J'adore ta marque, j'adore tes produits ». Et puis, un jour, il y a une cliente, je lui dis « Mais si vous m'adorez, pourquoi vous ne m'écrivez pas plus d'avis ?» Oui, bien sûr. Et une cliente m'a dit quelque chose qui a vraiment changé ma façon de voir. Elle me dit, je ne sais pas vous écrire ce que je vous raconte avec le cœur. Oui. Et en fait, souvent dans nos métiers, les cadres dirigeants, les directeurs marketing, les managers managent par écrit et finalement donnent le sens par écrit, encore plus par le télétravail. Et en fait, on est une toute petite niche de la population et quand on est heureux de parler d'un produit, d'une marque, ça se fait avant tout pour le vocal. D'où la plateforme qui pousse du contenu audio pour parler des produits et pour recueillir la voix du client. Bon, alors, très bon pitch. On a compris ce que c'était, on a compris ce que tu faisais. Moi, j'ai envie de comprendre maintenant quel est le moment de bascule, parce que t'es plutôt active, Johan aussi sur les réseaux sociaux, on vous voit avec vos polos jaunes sur les salons et autres. Donc, il y a eu des prises de risques avec des investissements, en tout cas, et puis des moments de chance, mais je dis souvent que la chance, ça se provoque. Donc, la chance, c'est un phénomène qui se provoque, mais vous avez aussi fait des salons qui ont fait que vous avez été présent, la boule de neige faisant que vous êtes rentré dans d'autres entreprises. À quel moment tu ressens ce point de bascule, tu dis « Oh purée, ça y est, là on a un truc, je pense qu'on est sur une belle trajectoire ». Alors, c'est une anecdote, ça s'est passé au One-to-One de Monaco, le premier. Alors, on était... One-to-One de Monaco, précise pour ceux qui connaissent pas. Le salon, le plus grand salon e-commerce de France, qui se passe à Monaco, où tu as tous les décideurs. Qui se rencontrent avec des prestataires de services, des startups. Exactement, mené par Sonia Manin. Et on est à la NRF, qui est le salon du retail américain. À New York. On a postulé à l'aéroport, on a fait le pitch à l'aéroport pour le comité de décision pour le One-to-One de Monaco, pour postuler au village startup. Et pendant la NRF, on a reçu un message comme quoi on n'est pas pris. Et j'ai les boules. Donc là, tu peux dire, bon, bah tant pis. Non. Et toute la journée, je suis avec mon CTO, Georges et Johan, et toute la journée, je vais voir les gars, j'ai les boules. Et les gars, je les lâche pas, et dans ma tête, ça m'obsède. Je me dis, c'est pas possible. Et j'envoie un petit message à Sonia en disant « Sonia, c'est pas possible. Je suis trop déçue, mais en tout cas, merci pour tout. J'aurais adoré représenter Echo. » Et puis, je lui envoie un message. Et je crois que je renvoie un mail. Là, t'es pas l'attaque. Non, mais t'accuses réception en mode. J'accuse réception, mais voilà. Après. Alors j'envoie le petit message et je renvoie le mail. Et puis je crois que dans le message, je dis écoute, si jamais il y en a un qui abandonne ou coucou, je suis là. Voilà. En tout cas, je remontre que j'ai quand même un peu les boules. Et 15 jours après, je suis en train de me maquiller. J'ai mon texto de Sonia. Est-ce que je peux vous appeler? Et je rappelle tout de suite, il était 7h10, je me souviens. T'avais juste fait un œil. Voilà. Et elle me dit, bon, écoutez, j'ai une bonne nouvelle pour vous, j'ai une place pour vous. Donc, génial. On va donc au One-to-One de Monaco. Et en fait, personne ne nous connaît. On a 3 clients, Furet, Picard et une société de cosmétiques. Et donc, au début, il faut un petit peu faire mousser tout ça. Et il y a un trophée à gagner. Et je me dis, il faut que je parle avec tous les gens du jury. Et que je leur parle de Echo avant qu'ils votent. Faire un peu de lobby. Et j'essaie d'être partout et en fait, essayer de sortir du lot. Parce que quand t'es tout petit, personne te voit. Donc là, t'es en mode survie quelque part, en fait. Pas survie, mais tu comprends ce que je veux dire. En mode, faut y aller, quoi. T'as pas le choix. En fait, tu peux aller qu'une seule fois au village startup. Donc tu peux ne gagner ce trophée qu'une seule fois. Basta. Je peux pas ne pas tenter. Et avec Johan, on pitch et on essaie. Et puis, on commence à avoir 2-3 personnes qui nous croisent, qui nous disent « J'ai voté pour toi ».
Et Yoann me dit, voilà, ça sent bon. Je fais, non, je veux pas y croire, je vais pas y croire. Et le soir de la remise, je suis en train de parler avec quelqu'un qui m'a raconté son histoire de sa résidence secondaire. Ouais. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un à table qui me dit, mais t'as gagné. Ok. Et en fait, ça faisait 2 minutes que Yoann était sur sur la scène. et qui m'attendait parce que j'avais pas entendu. Ouais, Milly, demandez. La petite Alors, Milly. et je n'en revenais pas. Et pourquoi je prends le temps de te raconter ça, c'est qu'on est vraiment allé le chercher. Et à ce moment-là, voilà. Et à ce moment-là a tout changé puisque on a été repéré par l'équipe LVMH, Olivier Lurgalan-Tézec, de la Maison des Startups. Et quelques mois après, on apprenait qu'on rejoignait l'accélérateur de LVMH. Incubé à Station F. Ouais, ok. Ce qui fait que nous avons maintenant 2 bureaux à Paris et à Lille. Et là, ça a été le début de l'aventure. Ouais. Voilà. Il y a eu l'avant et l'après one-to-one. C'est comme il y a eu un avant et un après Mont Blanc. L'ascension du Mont Blanc a changé ma vie. Le one-to-one a changé la vie de Echo. Pourquoi l'ascension du Mont Blanc a changé ta vie? Ça transforme une femme, ça transforme un homme. C'est un accomplissement, quoi. C'est ça. C'est tellement une souffrance, c'est tellement difficile, le poids de l'altitude, parce que c'est pas forcément après quand tu deviens technique, mais le poids de l'altitude. En plus, le passage du Goûter, ça avait bien castagné ce jour-là, donc il y a une sensation un peu de bombardement ou de quand tu passes et que tu entends les pierres de partout et que ton guide te dit tu cours même si tu entends les pierres passer, et donc c'est vraiment impressionnant. Et après, quand tu redescends et que tu te retrouves dans une réunion qui dure 5 heures où personne ne prend de décision en mode salariat, et tu revis des émotions hyper fortes. Moi, j'adore l'adrénaline. Ah oui, donc c'est là, ok. Parce que j'allais te dire, en fait, j'allais revenir sur Echo en te disant, mais au fond, l'ascension du Mont Blanc, c'est un accomplissement. Après, tu peux conquérir d'autres sommets. Que là, c'est pas un accomplissement, c'est le début d'une aventure, finalement. Tu vois, c'était pas possible pour moi de ne pas revivre. Ouais. Et puis, l'entrepreneuriat, c'est des bonnes décharges d'adrénaline, comme l'alpinisme. Ouais. Et je suis assez shootée à ce genre d'émotions, de sentiments qui fait que voilà, c'est... Alors, donc toi, vous rentrez, donc le one-to-one, Monaco, c'est une bascule, là, et la bascule, c'est quoi? C'est de l'hypercroissance ou on est à la limite? Enfin, comment tu gères tout ça et l'excitation qui vient derrière et le recrutement d'équipe aussi? Oui, alors ce qui se passe, c'est que les gens te demandent des rendez-vous, les gens commencent à parler de Echo, et tu transformes des projets. Des gens même qui étaient en contact se disent, bon allez, ça y est, on est prêt. Parce que tout le monde veut innover, mais en même temps, quand c'est une vraie innovation, en fait, Echo, c'est évident, mais ça n'existe nulle part ailleurs. Donc les gens, il faut qu'ils se l'approprient. Et donc, il y a eu l'accélération de business, des grosses boîtes, et après la structure de la boîte, le développement de la solution tech, quoi tu l'as fait évoluer avec des nouvelles fonctionnalités. Donc voilà, beaucoup de choses à traiter en même temps, ne pas oublier de construire des bases solides qui fait que au final tu vas trop vite avec une 2 chevaux et finalement tu fais pas 50 bornes, quoi. Alors l'audio, la voix, c'est l'authenticité. Moi je dis souvent place à l'imperfection avec la voix. Ça permet de faire la différence entre des choses extrêmement parfaites avec l'IA. Bon. Néanmoins, l'IA doit être parfait sur des sujets de santé, mais en tout cas, sur les rapports aux uns et aux autres, rien de pire d'un truc extrêmement parfait. Vaut mieux parfois avoir un peu d'imperfection, comme je viens de faire là, qui constitue aussi un peu la carapace du bonhomme ou de la fille qui est en face de moi. Bon. Néanmoins, l'IA, c'est un vrai sujet, j'imagine, chez toi, parce que globalement, il y a des fiches produits qui sont écrites. L'IA pourrait très bien les dicter et puis utiliser la solution Echo pour les diffuser auprès des clients, auprès des consommateurs. Est-ce que c'est une évolution ou est-ce que c'est... oui, c'est une évolution, à mon avis, mais j'allais dire, est-ce que c'est un frein? Je pense pas que tu dises non, on n'intègre pas l'IA. Mais comment tu fais pour que finalement l'IA soit un game changer ou en tout cas un élément qui soit... en mesure de garantir l'authenticité, la véracité des propos, enfin la véracité des propos et tout ça. Alors déjà l'IA pour nous c'est une très grosse opportunité dans le traitement de l'audio, dans la productivité, donc un petit peu tout ce qui est un peu la face cachée de l'iceberg.
Et après, tu as 2 possibilités aujourd'hui. Donc, avant tout, il faut savoir que nos clients viennent chercher pour mettre de l'authenticité et de l'incarnation de leurs équipes, de leurs experts. Et le terrain de jeu qu'on est en train d'entreprendre aujourd'hui, c'est quand tu dois scaler, et notamment le multilingue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ton chef de produit parle pas forcément 5 langues. Et avec les modules IA customisés avec Echo, aujourd'hui, on travaille beaucoup. Et là, on a un super client dans l'univers de la cosmétique qui, ces chefs de produits parlent de leur marque propre et qu'on va décliner grâce à l'IA. Donc, le chef de produit va parler allemand, italien, anglais. Et en même temps, c'est le même ton. Donc voilà, c'est voice cloning. C'est pas à la place de, c'est en complément et au service de garder l'authenticité et l'incarnation. T'as pensé parce que nous chez Natif on pratique la même chose là avec un client qui raconte l'histoire de son entreprise. Donc c'est en français, mais ils ont aussi en fait une entreprise. Ils ont aussi des salariés néerlandais. Bon. Et donc du coup, on a pas mal de logiciels IA qui prennent la même voix, traduisent et puis retranscrivent. C'est assez impressionnant d'ailleurs, les propos de la personne en néerlandais. C'est vraiment, c'est déroutant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chez nous, on a un article sur natifpodcast.fr, un article de blog, le droit à la voix. Et ben, figure-toi que c'est sur le site internet de natifpodcast.fr, c'est la première page, le premier article le plus consulté. Donc, on voit quand même que il y a certainement des gens qui regardent en fait quels sont leurs droits par rapport à l'exploitation de leur voix. Est-ce que c'est des choses que vous avez pensé aussi, ça, justement, sur la notion de je parle français, mais je la traduis en anglais, en néerlandais, en italien, tout ça? Comment vous l'anticipez, ce truc-là? Alors effectivement, avec nos clients, nos clients, quand un expert, un collaborateur prête sa voix, il signe le fait qu'il est d'accord sur le fait que la voix soit clonée. Donc tout est cadré sur le plan juridique. De notre côté, ça ne pose jamais de problème parce qu'on a découvert avec Echo, c'est que en fait, les équipes, les chefs de produits sont rarement sur le devant de la scène. Ils sont souvent représentés par des égéries et ils sont très très fiers de pitcher leurs produits sur les fiches produits, alors qu'ils nous disent qu'ils n'auraient pas aimé être filmés parce que les gens sont moins à l'aise avec leur image et par contre garants de leur voix. Les gens n'aiment pas leur voix. Mais après, on n'aime jamais sa voix, mais après, ils s'adaptent. Ils s'adaptent. Donc, ma petite fierté de Echo que j'ai découvert, c'est que les gens sont super fiers. Et je vais prendre l'exemple de l'équipe d'Amar, pour pas parler de Picard aussi, mais où les chefs de produits, si tu leur retires Echo demain, on grève. Voilà. Et j'avais entendu cette remarque, c'était un entrepreneur qui disait ta solution, il faut que quand tu la retires à ton client chiale. Et j'avais toujours gardé ça en tête. Il a raison. Et je m'étais dit, en quoi mon client, il est tellement content ou ses équipes de l'utiliser qu'en fait, en quoi tu deviens quelque part un must-have. Ouais, c'est ça, un indispensable. C'est quoi la suite d'Echo? Comment on se projette? Est-ce que c'est une vente à long terme? Est-ce que c'est une approche internationale? C'est quoi la suite? Alors, la suite de Echo, c'est plusieurs sujets. C'est vrai qu'on est parti sur le retail, mais on le voit que il y a beaucoup de secteurs, notamment les industriels, les banques assurances, aujourd'hui sont des clients qui ont besoin de faire comprendre leurs services. Et le B2B, donc il y a de nouveaux secteurs qui ont des vraies problématiques et qui commencent à comprendre que le digital est un facteur un levier de commerce. Et bien sûr l'internationalisation. Donc, et en quoi tu le fais bien? C'est un peu comme quand tu joues au Monopoly, si tu veux mettre des baraques partout, acheter des terrains un petit peu n'importe où, et tu le fais mal. Donc, en quoi on le fait de façon cohérente? Et aujourd'hui, l'opportunité, c'est nos clients qui nous amènent. Tu commences par un client français et t'amènes à l'international. Le troisième développement, c'est un bon produit tech solide qui évolue en fonction de tout ce que tu viens de dire avec les innovations, les modules, mais aussi comment tu l'utilises en toute simplicité. Et on le sait que dans nos métiers, une bonne solution, c'est ce qui paraît super simple à utiliser. Et ce qui est le plus compliqué. Et voilà. Et ça, c'est vraiment les 3 sujets sur lesquels aujourd'hui on focus. C'est le plus compliqué. T'es mariée? Oui. T'as 2 enfants? Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'ils disent tes enfants?
de toi? Ils comprennent ce que tu fais ou pas? Ou ils disent, mon Dieu, maman, elle fait des trucs. Est-ce que finalement, ils sont vraiment, évidemment fiers, ou est-ce qu'ils se disent, oh là, la barre est trop haute, quoi? C'est une question, c'est marrant, dès qu'on touche au privé. On n'est pas obligé d'avoir des Non, c'est pas ça. En fait, j'avais un super poste de salarié, je gagnais super bien ma vie et je travaillais dans une boîte géniale que j'adorais, c'était Audio. Et j'avais un peu ce rêve un peu fou où quand même, il y avait quand même beaucoup de probabilités de se planter. Et mes enfants étaient petits à l'époque et je sentais que ça leur faisait peur. Et finalement, de réaliser un rêve m'a permis de leur montrer que, en fait, eux, si toi tu réalises tes rêves, ça leur donne les clés pour réaliser les leurs. Donc il y a ça. Aujourd'hui, d'avoir une mère, j'étais à Paris hier dans un super salon, je rencontre des gens passionnants, je bouge tout le temps, j'ai plein de choses à raconter, je suis passionnée. Ça fait plein de sujets. J'avoue que dans leurs yeux, ils sont super. Ils me regardent. Je suis assez fière de la façon dont ils me regardent. Ouais, ok. Ils te regardent avec beaucoup de fierté et d'amour, quoi. En fait. Voilà. Ils ont du mal à me suivre, parfois. Et mais par contre, parfois ils disent que je suis pas une. Alors, s'ils me le disent souvent que je suis pas une maman comme les autres. Ouais. J'adore faire la fête aussi, je suis assez indépendante et en fait je me réalise avant tout en tant que femme, bien sûr. Et c'est vraiment ça que je veux leur montrer. Et après je suis maman, je suis épouse, entrepreneur, alpiniste passionnée. Ça en fait des choses, hein. Qu'est-ce qu'on aimerait qu'on dise de toi pour conclure, dans 20-30 ans? Qu'est-ce que t'aimerais plutôt laisser comme trace, bien que dans 30 ans on soit encore en pleine forme, hein, tu vois, mais... Si j'ai pu inspirer quelques femmes ou quelques hommes à se dire tiens, en fait il faut pas avoir peur. J'ai peur mais j'y vais. Ouais. En fait on est dans un beau pays et c'est pas grave. Je dis souvent, il y a souvent des gens qui me disent j'ose pas me lancer. Si t'as vraiment vraiment envie, ça vaut tous les MBA. Ça te coûtera aussi cher si tu te plantes. Ouais. Et j'avais entendu quelqu'un un jour qui me disait on se souvient plus des choses à la fin de notre vie, de ce qu'on a fait que de ce qu'on n'a pas fait. Et moi je pars du principe qu'on vit 30 000 jours et je me veux pas en gâcher un. Et me dire si j'ai pu donner un petit coup de boost aux gens que je croise en leur partageant mon envie et puis qui prennent du plaisir. Bon, je crois que tu auras partagé en tout cas une partie de ce que tu viens de dire là à travers ce podcast. Merci à toi, Émilie. C'est quoi ton prochain sommet là? Tu fais quoi? Alors, l'ISCAM, c'est la traversée de l'ISCAM au mois de juillet. Ouais. Un petit 4006 au massif du Mont-Rose. Léger, quoi. Voilà, surnommée la montagne maudite parce qu'il y a souvent les séracs qui tombent, mais elle est très belle. Mais tu seras entouré d'un bon guide. Oui, Christophe Dumaret, qui est un mec super et conférencier. Hyper important. Merci Émilie, merci d'avoir participé à la Learning Expedition. Quant à nous, on se retrouve très prochainement. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, mettez une note 5 étoiles, ça nous fera du bien. Et d'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse et à bientôt. Bye, ciao.